Bienvenue sur le plateau TV de Polytech pour la grande émission Innovation consacrée ce matin aux eaux, à l'eau et aux eaux usées. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Hélène Bouillon-Dupart, qui est consultante innovation pour Polytech. Bonjour Hélène. Bonjour. Avec, comme d'habitude, 3 entreprises innovantes, parmi lesquelles des finalistes, alors on va en dire un mot dans un instant, effectivement, non pas du concours, mais de la vitrine de l'innovation qui a été des différentes animations autour de l'innovation qui ont été mises en place sur Polytech cette année. Vous avez à vos côtés Dan Angelescu, qui est directeur R&D de Fludion. Ouais. Bonjour, bienvenue. Face à vous, vous avez Loïc Joberti, responsable R&D de Pearl SAS. Bonjour. Et puis Stéphane Gilbert, président d'Aquacy, qui va nous parler de son boîtier communicant Plug and Play pour optimiser l'efficacité hydrique des sites industriels. D'abord, Hélène, un petit mot sur justement la mise en avant cette année des innovations sur Polytech. Cette année, l'innovation, ça a toujours été en tout cas l'ADN du salon sur Polytech, mais cette année, effectivement, il y a eu tout un dispositif mais complet, vraiment pour la mettre en avant partout dans les allées, partout sur le salon, plus effectivement la vitrine de l'innovation qui est une grande première en collaboration avec le PEX, donc avec des gens qui tiennent la route. Donc ça a été vraiment le moyen de sélectionner parmi toutes les innovations qu'on a reçues avant le salon, de faire une présélection en fait de celles qui avaient le plus fort potentiel marché. Et donc les 20 qui ont été sélectionnés ont présenté en fait leur innovation mercredi matin sur le salon. Et tout un parterre d'acheteurs, de professionnels, de donneurs d'ordre ont choisi. Ils en ont choisi 3 à la fin. Voilà, de consacrer, enfin, de rapprocher en fait le marché des innovations pour voir comment effectivement ça matchait. C'est pour voir vraiment comment ça peut satisfaire les besoins, les attentes pour chaque innovation dans chaque domaine. En fait. Alors notre sujet, juste un petit truc intéressant aussi, c'est que dans les 3 finalistes, ils couvrent vraiment les 3 grands domaines du salon, ce qui est absolument, enfin, c'était pas calculé. Qui sont ces grands domaines ? Il y a effectivement l'eau, l'énergie couplée avec l'air et puis même un petit peu le déchet, et puis vraiment l'énergie, tout ce qui est numérique et énergie, là c'est vraiment de plus en plus prégnant sur le salon. Oui, c'est une forte tendance, le numérique au service effectivement des outils et des innovations pour lutter contre le dérèglement climatique. Alors tout à fait, et c'est vrai que c'est le numérique, on l'entend beaucoup pour tout ce qui est énergie, mais on va le voir aujourd'hui, et c'est vrai que c'est une grosse tendance cette année. C'est pas uniquement pour l'énergie, effectivement, il y a le numérique dans l'eau, ça on va le voir là tout de suite. On va le voir aussi à l'autre émission sur le déchet. Le numérique s'installe partout, à la croisée de l'environnement, pour faire en sorte que nous vivions dans un monde, on espère, meilleur dans les années à venir. Alors, quoi de neuf dans le secteur de l'eau et des eaux usées ? Alors, dans le secteur de l'eau, cette année, on a eu c'était une très très grosse proportion des innovations qu'on a reçues. Donc, autant dans la mesure, enfin dans tout ce qui est instrumentation, donc il y a eu des choses vraiment intéressantes. On en reparlera tout à l'heure, bien sûr, mais il y a eu des débitmètres, il y a eu des détecteurs de fuite, ça c'est toujours un élément important. Des modules radio compacts, alors ça, il y a des choses très précises aussi, des choses qui changent un peu, et un système de désinfection en ligne aussi pour l'eau de consommation. Alors ça, c'est tout le côté instrumentation. On a eu beaucoup d'équipements aussi pour les ouvrages, des clapets, des vannes programmables, enfin c'est, on va dire un petit peu la tradition de Polytech, des obturateurs, des pompes avec intelligence intégrée, pareil, ça évolue aussi dans ce côté-là. Aussi dans le traitement, beaucoup de nouvelles solutions, plutôt phyto-épuration, système de traitement doux en fait, végétalisé ou autre, notamment pour les effluents vinicoles, ça va parler à beaucoup. Et après, on a eu aussi, et vraiment au cœur de l'actualité, parce qu'on a vécu cette année quand même énormément d'inondations, tout un kit de gestion de l'inondation, et ça c'est important pour les collectivités et les entreprises. Et puis sinon, on a eu je ne vais pas dire des choses hors normes, mais une douche économe en eau pour les plages, donc autonome, enfin, il y a des choses intéressantes. Et puis un dispositif de production d'eau dans les milieux arides, enfin dans le désert en gros, qui est basé sur le principe de la rosée du matin. Ouais. Et c'est impressionnant ce système. La peur. Voilà. Ouais. Donc
La peur du matin. Ah oui, oui. Donc voilà, donc ça c'est en gros la tendance de cette année sur tout ce qu'on a reçu. Je ne peux pas citer tout le monde, mais c'était quand même impressionnant. Bon, très diversifié, effectivement. Alors, 3 entreprises sont mises en avant aujourd'hui dans le domaine de l'eau et des eaux usées, en démarrant avec Fluidion et Monsieur Angelescu, qui est directeur recherche et développement. Alors, Hélène, dites-nous un petit peu pourquoi vous avez décidé et choisi de mettre Fluidion en avant. Bonne question. Parce que tout simplement parce que Fluidion est déjà innovant depuis quelques années, ça on savait déjà. Mais là, cette année, il lance vraiment un analyseur microbiologique qui est vraiment, c'est le seul qui fasse ce qu'il fait. Enfin, il va l'expliquer mieux que moi, mais qui fasse vraiment le seul qui soit in situ, autonome et qui fait aussi à la fois le prélèvement et le suivi, enfin tout ce qui est derrière, mais on va laisser la parole. Parlez-nous, Monsieur Angelescu, de votre analyseur in situ. Oui, donc notre analyseur, notamment il s'appelle le système alerte, puisque c'est d'abord une station d'alerte, mais qui aussi remonte les données. Donc on peut voir, c'est un système qui s'installe directement dans l'eau, donc il est submersible. Et il fonctionne sur batterie et il fait toutes les opérations de prélèvement, de traitement de l'échantillon, d'analyse par la suite, analyse optique et de transmission de données. Et il génère des alertes automatiques qui vont directement aux utilisateurs pour leur dire si l'eau est chargée en pathogène. Et normalement, une eau de boisson doit être complètement propre. L'eau de baignade, il y a des normes qui cadrent la qualité de l'eau qui est acceptée pour différentes activités. Donc, nous pouvons donner des alertes dans le cas où ces normes sont dépassées. Donc, pour prévenir les utilisateurs. On est carrément dans le monde de la robotisation, là. C'est un petit robot, finalement. Si vous voulez, c'est un système microfluidique ou fluidique automatisé qui fait tout. C'est pas un robot en soi. Il faut pas s'imaginer des petits bras qui prennent. Non, mais ce que je veux dire, il est autonome. Voilà. C'est complètement autonome. Donc c'est sur batterie. Il effectue des tâches de manière autonome. Tout à fait. Alors, on l'implante à quel endroit? Dans quel milieu? Il peut être utilisé en beaucoup de milieux différents. Donc déjà dans le milieu naturel, dans les rivières, dans les lacs, pour la surveillance des plages. Donc ça, c'est une première application. Une deuxième application serait pour tout ce qui est aquaculture, des huîtres, etc., qui doivent être gardées propres et qui accumulent ces bactéries, sinon dans leur corps, ce qui peut être toxique et peut être dangereux. Et également pour tout ce qui est eau potable, donc eau de source qu'on traite pour la potabiliser, et également les rejets des STEP, des stations de traitement et d'épuration. Lorsqu'ils rejettent dans le milieu récepteur, on peut surveiller la qualité de cette eau et s'assurer qu'il n'y a pas une contamination importante, et notamment par temps d'orage, quand les stations de traitement sont au-delà de leur capacité. Ça peut arriver que de l'eau non traitée arrive directement dans le milieu récepteur et ça crée des pollutions fortes. Et en quoi cet analyseur est une nouveauté? Parce qu'il y a beaucoup de capteurs, il y a beaucoup d'appareils qui permettent de mesurer la qualité de l'eau qui existe déjà. Pas pour les paramètres vivants. Donc les bactéries, ce sont des choses qui vivent, on ne peut pas les mesurer en ligne. Et les normes font qu'il faut pouvoir trouver une seule bactérie en 100 millilitres d'eau. C'est pas évident, une bactérie est tout petite. Donc notre technologie permet justement pour la première fois, c'est une première mondiale, c'est pas juste française, pour la première fois d'avoir un système qui réalise tout ça directement in situ. Donc ça demande. C'est vraiment l'aspect vraiment fondamental et novateur, c'est in situ, c'est sur place, quoi. Quelque part, il n'y a plus besoin de techniciens qui prélèvent un échantillon, qui l'amènent dans un laboratoire. De manière réfrigérée à un laboratoire. Et typiquement aujourd'hui, une mesure peut prendre entre 36 heures et 3 semaines en fonction des laboratoires et du prix qu'on paye d'ailleurs. Nous, on enlève quelque part tout ça. Le système fait toutes les opérations directement in situ et les résultats sont obtenus en quelques heures, ce qui est vraiment un temps gagné fondamental. Un mot peut-être du marché, en fait. Vous parliez des stations d'épuration, bien évidemment des collectivités locales, sur pourquoi pas les lieux de baignade, peu importe, ou les rivières. Quels sont vos clients là aujourd'hui?
Aujourd'hui, il faut dire qu'on a quelques gros clients. Actuellement, on a 2 systèmes qui sont installés dans la Seine, en amont et en aval de Paris, pour surveiller la qualité de l'eau. Également, la ville de Los Angeles, actuellement, utilise notre système pour mesurer la qualité de l'eau potable du réservoir de Los Angeles. Donc, on a des clients à l'étranger qui sont importants. Et on a des études avec les plus gros laboratoires américains et aussi en France pour valider notre système d'analyse sur des nouvelles applications. Donc, on travaille vraiment beaucoup à l'export, également en France, et on est en début de phase commerciale. Donc, on a un nombre de systèmes qui ont été installés, validés déjà sur le terrain. Et là, on rentre dans le vrai de l'action commerciale. Pollutech 2016, vous me disiez avant l'émission que vous aviez été agréablement, non pas surpris, mais en tout cas très content et satisfait du visitorat. Vous avez eu beaucoup de demandes, de visiteurs, de gens qui sont intéressés à votre application, enfin votre innovation. Tout à fait. On en a eu beaucoup. Donc déjà, en gagnant le prix de l'innovation du salon pour le domaine de l'eau, on a été ça nous a donné beaucoup de visibilité. Donc le salon, ça a été très 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 réussi pour nous, on va dire. Et on a eu un nombre de délégations, on a eu un nombre de journalistes également qui voulaient avoir plus d'informations sur le système. Et on a eu beaucoup de demandes de délégations export, donc des pays en Amérique centrale, Amérique du Sud, en Afrique, en Asie qui s'intéressent. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour ce qu'on mesure, donc c'est vraiment une nouveauté. Donc on espère que ça va donner ses fruits dans les semaines et les mois à venir. Ça, c'est un marché mondial. Ça, c'est marché mondial. Tout le monde est content. Vous allez beaucoup voyager, tant mieux. On voyage déjà beaucoup, mais oui, je pense que ça va continuer. Encore plus, ouais. Donc, Fludion, pour l'analyseur in situ et autonome pour la qualité microbiologique de l'eau. Deuxième innovation que vous avez choisie, Hélène ? Le système alerte. Le système alerte, c'est le nom du système. Qui porte bien son nom, c'est sûr. Donc la deuxième société, la deuxième entreprise en fait aujourd'hui, c'est la société Aquacet. Donc vous avez mis en place élaborer des boîtiers communicants en fait pour développer l'efficacité hydrique en entreprise. Et c'est là que vraiment ça m'intéressait parce que on parle beaucoup d'efficacité énergétique, l'efficacité hydrique. Il y a encore beaucoup de gens qui se posent la question, mais en entreprise, la consommation d'eau, en industrie, la consommation d'eau, c'est on l'évalue pas forcément finalement. Enfin, c'est pas forcément. Et on peut réaliser des économies très importantes. Et il y a beaucoup de choses. Et puis quand même la ressource eau, c'est fondamental. Vous faisiez le parallèle avec l'énergie hier sur ce même plateau. On a reçu une entreprise qui fait à peu près la même chose que vous, mais du côté de l'efficacité énergétique. Pour l'énergie. Donc on sait qu'il y a des marges de manœuvre importantes. Ils sont très peu nombreux. On peut les compter sur les doigts de la main. Ceux qui font dans le domaine de l'efficacité. Votre innovation, finalement, elle repose sur le fait d'abord qu'on peut la plugger sur un système effectivement de distribution d'eau et puis qu'elle communique, c'est ça l'idée, hein? Oui, en fait, l'idée, c'est que nous, on vient d'un monde d'efficacité hydrique en industrie, donc c'est-à-dire que on fait beaucoup de prestations de performance industrielle et environnementale des usages de l'eau pour pouvoir réduire les consommations, améliorer la productivité, puis réduire les rejets. Et en fait, c'est la confrontation à la réalité qui fait progresser. Je pense que c'est vraiment ça le sens de l'innovation. On est tous les trois, on se connaît un peu. On est fans de l'expérimentation. Et nous, on se retrouvait face à beaucoup de situations très différentes chez différents industriels, chez différents sites, avec différentes fournitures de matériel, donc différents langages de programmation parlés, différents protocoles de communication, de l'analogique, du numérique, du réseau radio. Enfin, tout existe déjà. Et nous, on avait un problème, c'est que quand on voulait faire des mesures de manière temporaire, on était obligé d'amener énormément de matériel d'acquisition et de transmission de données différents. Il faut savoir qu'il y a certains constructeurs qui ne sont même pas compatibles et que sur un ordinateur, vous êtes obligé de dédier les protocoles par port USB. Parce que si vous mettez les protocoles sur les deux, ça se mélange et ça fait dysfonctionner les appareils. Donc, il y a vraiment des systèmes qui n'étaient pas prévus au départ pour être très communicants dans tous les sens. Et donc, notre idée, c'est ça, c'est d'essayer de faire une boîte, un objet connecté qui permet de s'adapter à toutes les situations et de pouvoir connecter à peu près n'importe quoi, même s'il n'a pas été prévu au départ que ce soit communicant. Alors, on va le plugger de quelle manière et sur quel appareil ? Alors, on va le plugger sur tous les automates industriels, sur tous les enregistreurs, sur tous les ordinateurs, sur tout ce qu'on appelle les systèmes SCADA, donc les systèmes de métrologie ou les systèmes de contrôle-commande des usines. On peut communiquer avec ces systèmes par bien des manières,
à la fois par des langages numériques complètement analogiques, par donc du câble Ethernet dont tout le monde a l'habitude, mais parfois on est obligé d'utiliser encore du 420 mAh et d'autres systèmes. On va parler plusieurs types de langages et grosso modo on peut parler l'analogique, le numérique, ce qu'on appelle le tout ou rien, et à l'intérieur de cette boîte il y a énormément de protocoles qui permettent de parler à peu près toutes les langues. Voilà, l'objectif c'est ça, c'est parler toutes les langues de l'électronique de mesure de Polytech, et Dieu sait que c'est ambitieux parce qu'il y en a beaucoup. En termes d'utilisation, tout le monde, c'est pas trop compliqué. Alors non. Alors nous on vient on a vraiment une philosophie qui est non. Le monde d'aujourd'hui, il est plug and play. Il faut que le technicien, il prenne la boîte, il la connecte sur l'automate et 2 minutes après, il prend son téléphone portable et il a l'information sur le téléphone portable. Si ça marche pas comme ça, c'est pas une innovation, c'est l'ancien monde. Il faut se projeter dans le nouveau monde. Donc tout est open source. On n'emprisonne pas nos clients dans des protocoles propriétaires. On n'est pas du tout dans cette démarche. On est vraiment dans la nouvelle économie. Il faut que ce soit très ouvert, très open source, très partageable, parce que c'est dans le partage des données qu'on fait des progrès, et d'une simplicité enfantine. Si c'est pas d'une simplicité enfantine, ça ne marchera pas. Et comment l'exploitant peut, une fois qu'il a récupéré ces données, comment il peut les utiliser, comment il peut corriger? Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que bien sûr, ce système, c'est pas une supervision. C'est pas fait déjà pour faire de la commande. C'est fait plutôt pour faire de la tendance. Par contre, bien sûr, on a mis tout un moteur d'alerting. L'idée, c'est pareil, c'est que finalement, les informations des différentes strates d'un site industriel sont toujours produites par les mêmes capteurs. Et le technicien de la station d'épuration ou du process industriel a besoin des valeurs instantanées de température, de pression pour agir. Le chef de service, lui, il a besoin de bilan quotidien, de combien de kilowatts on a consommé, combien de litres d'eau, etc. Et puis le directeur d'usine, lui, il a besoin d'une agglomération de toutes ces données pour avoir des fonctions de coût à la tonne produite. Et en fait, toutes ces informations sont issues des mêmes systèmes d'information et parfois elles sont reprises et recopiées. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, finalement, on prend ces données. C'est un système très scalable, excusez-moi pour l'anglicisme. Ça veut dire que c'est un système qui permet de représenter cette donnée en fonction des utilisateurs. Et donc, chacun des utilisateurs de l'usine va pouvoir définir comment il veut voir la donnée représentée en fonction de l'activité qu'il a. Encore une fois, le technicien a besoin de la valeur instantanée, le directeur du groupe a besoin du cumul mensuel. Et donc, c'est toujours la même chose, mais il faut bien comprendre le friendly user, l'orientation utilisateur. Nous, notre obsession, c'est ça. Il faut que ce soit simple et il faut que ce soit orienté utilisateur, sinon ça ne marchera pas. Et quelles sont les marges de manœuvre, les économies qu'on peut réaliser? Est-ce qu'il y a un ou deux exemples que vous pouvez donner? Oui, on peut en donner plusieurs. On est arrivé. Alors, bien sûr, ça dépend si ce sont des industries, comment elles utilisent l'eau et quelle est leur taille. Parce qu'on a des clients qui consomment des dizaines de milliers de mètres cubes jour, jusqu'à des clients qui consomment quelques dizaines de mètres cubes jour. C'est pas du tout la même chose. Mais globalement, on va dire que pour un site qui a déjà initié une démarche, qui a déjà essayé de faire des choses, ces nouvelles technologies permettent, en termes de volume, on va parler juste simplement de volume, parce qu'en termes de coût, encore une fois, ça dépend de la valeur ajoutée du produit qu'on produit. Donc, on peut pas répondre à cette question. Mais en termes de volume, on va dire que la mise en place d'un système d'efficacité hydrique permet deux choses. Une réduction des consommations d'eau à très court terme de 15 à 20%, mais surtout ça permet de diminuer le niveau de risque incidentiel. Il faut bien comprendre que dans l'énergie ou dans l'eau, dans bien des cas, vous faites beaucoup d'efforts, vous faites de la formation, de la sensibilisation, vous investissez et vous avez un très bon niveau de performance. Le problème, c'est que sur une grosse papeterie ou sur un gros site chimique, le moindre incident, un incident, c'est 4 mois de travail, de bon travail mis en l'air, parce que quand ça dysfonctionne avec des flux qui sont tellement importants que ça pose un problème. Et donc notre idée, c'est vraiment ça, c'est à la fois, effectivement, on utilise mieux l'eau, mais surtout on diminue le niveau de risque qui est incidentiel, qui permet là, du coup, de pouvoir maintenir la performance. Oui, donc il y a des gains en termes de volume d'eau utilisé et des gains en termes de performance des process. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, on va revenir dans le monde des eaux usées avec Pearl SAS. Oui, donc après la mesure, après les connecteurs universels, parce que là, c'était quand même l'intérêt et versatile. C'était le brevet. C'est l'objectif. On ne parle pas encore toutes les langues quand même. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. On passe donc effectivement maintenant dans l'aspect traitement, traitement, et vraiment quelque chose de très concret et même si le mot n'est pas forcément extraordinaire, mais c'est vraiment une rupture technologique, parce que le traitement de l'eau, vraiment l'eau polluée, la captation des métaux lourds, pour l'instant ça se faisait, mais il y avait des systèmes qui étaient d'abord très longs et donc du coup très coûteux. Là, donc la société Pearl a mis en place, a développé un produit en plus
100% naturel, c'est quand même pas, le biosorbe, pas négligeable. Et donc le biosorbe, qui est un tapis biosorbant. Donc on va vous laisser bien expliquer. Que vous allez me faire passer, comme ça je vais le montrer à la caméra. Si vous voulez voir, je peux vous en donner. Dites-nous d'abord, pour qu'on comprenne bien, d'où vous partez. Alors d'où on part en fait? On part d'une constatation que les arbres, au moment où ils arrivent à capter des polluants en même temps qu'ils captent leurs nutriments, ils vont avoir un système de défense important qui va être de capter et de concentrer ces différents polluants au niveau de leur écorce d'arbre, au niveau de l'écorce. Donc le but du jeu, nous, c'est réutiliser ces propriétés. Une fois qu'on a coupé l'arbre et qu'on a récupéré les écorces, on a vérifié dans un premier temps que ces capacités de fixation et de concentration de ces métaux existaient toujours une fois que l'arbre était coupé, ce qui est le cas. Et en fait, on a développé un système de traitement des eaux basé sur ces propriétés. Alors qu'est-ce que j'ai dans la main là? Alors ce que vous avez dans la main, en fait, c'est un composite, un non tissé, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que ce sont un composite de deux produits, les écorces d'arbre qui est la partie active du produit, et tout ça, en fait, ça a été introduit dans un non tissé de fibres de lin pour simplement faciliter son utilisation et éviter d'avoir à utiliser des écorces en vrac. Le but du jeu de ce produit, c'est aussi de valoriser des coproduits de la filière, à la fois de la filière bois, puisqu'on part d'un déchet qui est pour l'instant un déchet important de la filière bois, qui sont les écorces, et on part, dans le cas de ces fibres de lin, d'un déchet aussi de l'industrie du lin, qui n'utilise pas, ou très peu, les fibres courtes du lin. Alors ce qu'on voit ici sur l'écran, en fait, c'est une multicouche. Voilà, exactement. Voilà. Donc ça, c'est la façon dont on va mettre en œuvre. Voilà. La façon dont on va mettre en œuvre le produit, ça va être en fait d'utiliser soit des bassins ou soit des colonnes en fonction des débits et des volumes à traiter, où on va empiler plusieurs couches de ce tapis et on va faire percoler l'eau à travers ce tapis, de préférence de bas en haut pour être sûr que l'eau percole sur l'ensemble du volume du produit, et l'eau traitée va passer en fait par débordement et sera traitée, et les métaux seront restés fixés sur la partie tapis. Application concrète? Application concrète, la dépollution des eaux chargées en métaux. Donc là où on retrouve ces métaux, ça va être dans l'industrie. Par exemple, on a des installations qui sont installées sur des clients qui font de la récupération de batteries de voitures, par exemple, avec des grosses pollutions au plomb. Donc dans ce cas-là, au moment du rinçage dans l'industrie, en fait, il va y avoir un rinçage des plastiques qui sont chargés en plomb. Il y a une récupération de cette eau. Cette eau va passer à travers le produit. Et donc le produit va capter le plomb et on va pouvoir rejeter l'eau dans l'environnement. Et on est sur quelle surface en termes Alors ça dépend des clients, voilà. Ouais. Alors on parle plutôt en volume, mais on a des installations qui vont faire 1 mètre cube par exemple. On va installer 1 mètre cube de ce produit-là. On a des installations, typiquement dans le milieu par exemple le traitement des exors miniers, où on peut atteindre des installations qui font 200, 300 mètres cubes. Donc là vraiment des bassins incomplets qui sont remplis avec ce type de produit. L'intérêt dans ce cas-là, c'est vraiment de pouvoir, on va dire, lisser tout ce qui est flux de volume et flux de concentration, on va dire, ce produit-là. Quelles que soient les concentrations et quels que soient les flux, tant qu'il y a un temps de contact suffisamment court, d'environ 10 à 15 minutes, entre l'eau à traiter et le produit, on peut atteindre des capacités de fixation et des rendements supérieurs à 99%. Et combien de temps on peut garder un tapis, ou un empilement de tapis? Un empilement de tapis, maximum 1 an, simplement pour être sûr quand même qu'il n'y ait pas de dégradation du produit dans l'eau. Mais sinon, en fait, nous, on s'adapte vraiment à la demande du client. Il y a des clients qui préfèrent avoir une petite installation où on change le tapis 1 fois par mois, ou des installations qu'on change plus importantes, qu'on change 1 fois par an. Et dans ce cas-là, ça permet de limiter tout ce qui est coût aussi de suivi et coût d'exploitation des systèmes de traitement. Et que faites-vous après des... Les tapis piègent les métaux lourds, donc du coup, au bout d'un moment, ils sont gorgés. Ils sont saturés, tout à fait. Voilà. Donc nous, on est parti sur une stratégie avec un produit qui est donc jetable. Donc le principe de fonctionnement, ça va être moitié résine échangeuse d'ion, moitié, on va dire, chélation comme un charbon actif. Donc on est à l'intermédiaire de deux. Donc on va réutiliser les mêmes filières de traitement qui sont utilisées pour ce type de produit, c'est-à-dire en fonction des métaux qui sont fixés dessus, centre d'enfouissement classe 1, déchets dangereux, ou incinération. L'incinération avec ce produit est intéressante puisqu'en fait on a un PCI qui est positif, on apporte de l'énergie aussi au niveau de l'incinérateur, donc on peut avoir un intérêt aussi de revalorisation derrière. Ce produit aussi, il est utilisé pour tout ce qui peut être récupération de métaux d'intérêt ou métaux précieux. Voilà. Donc l'or, le platine, le palladium. Donc ils sont utilisés soit dans des industries qui utilisent ces métaux pour simplement leurs propriétés pour décorer, mais aussi toute l'industrie chimique qui utilise par exemple le palladium comme catalyseur. Et qui veut séparer, effectivement. Et qui veut séparer, récupérer ces métaux précieux et d'intérêt avec ce produit-là,
et ensuite des récupérateurs peuvent facilement incinérer ce produit et récupérer les métaux d'intérêt. Comment vous fournissez-vous en matière première, en matière biosourcée? Alors, donc, nous, on a donc des intermédiaires qui vont faire la collecte auprès des scieurs, récupérer les écorces qui ont un intérêt pour nous. Donc, dans ce cas-là, nous, on utilise des écorces de pin. Et donc, en fait, nous faire des lots homogènes, parce que le but du jeu, c'est quand même que nous, on puisse assurer une qualité de produit derrière. Donc, on fait des lots homogènes de produits. Ces écorces, ensuite, on va les traiter avec un procédé de chimie verte pour éliminer tout ce qui est partie tanin hydrosoluble. Le but du jeu, en fait, étant de ne pas remplacer une pollution par une autre. Si vous mettez des écorces dans l'eau directement, vous allez voir une coloration qui apparaît. Le but du jeu, c'est que ça n'apparaisse pas lors du traitement. Et ensuite, donc, on travaille avec un partenaire, donc Ecotechnilin, qui est situé en Normandie, en plein milieu des champs de lin, et qui, lui, va nous faire le produit avec les écorces intégrées à l'intérieur. Donc, le pin, c'est plutôt l'arbre que vous choisissez, oui, tout à fait. Et du lin pour effectivement... Voilà. Alors, vous n'êtes pas loin des Landes, du coup, avec les... Tout à fait, voilà. Donc nous, on est basé en Limousin. Donc, on se fournit soit au niveau des Landes, soit au niveau du Limousin, avec le pin Douglas, qui est une ressource quand même très importante. Et vous ne saviez pas qu'il y avait des pins en Limousin? Si, il y en a pas. C'est qu'avec des vaches. Il y a aussi ça, voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que ce soit à Coissé ou Père, vous êtes tous les deux de la région limousine. Oui, tout à fait. On est à peu près à 200 mètres l'un de l'autre sur le site d'Esther à Limoges. Oui, on est relativement fiers pour une fois. Effectivement, il y a 10% des finalistes, des trophées, des vitrines de l'innovation de Polytech qui viennent de Limoges. Alors moi, je suis très fier et très content de ça. On est 3 de la Nouvelle-Aquitaine et 2 de l'ancienne région Limousin. C'est extrêmement positif, mais c'est lié aussi au fait, je pense, qu'il y a beaucoup de centres de savoir et de compétences liés à l'eau dans la région de Limoges, et que c'est une vraie force régionale. Mais je trouve ça vraiment super. Parfois, Limoges souffre un peu d'une image un peu vieillissante, un peu planquée, un peu plan-plan. Je suis très content vraiment et très fier que 2 entreprises aient réussi à être en finale des trophées d'innovation. Rassurez-moi, on a quand même l'Internet au début Limoges. Ah oui, mais en fait, Limoges, on a même des boîtiers communicants. Limoges, c'est la 2e ville de la Nouvelle Grande Légion en termes d'habitants, et c'est la 19e ville de France. Donc effectivement, on a une image un peu dégradée, mais je vous assure, il y a la FNAC, il y a Internet, il y a absolument tout ce qu'il faut. On a un Zénith maintenant. C'est un complexe on a même un Zénith maintenant. C'est un complexe qui ne devrait pas exister. Au contraire, ça vient de l'histoire, les Limogés. Ça vient de l'histoire, les Limogés. On punissait les militaires, on les envoyait. Plus sérieusement, quand un pôle de compétitivité sur les techniques de... Alors nous, on est porteur. Nous, on est porteur d'une innovation. Alors je sais pas, enfin d'une idée. Je sais pas si c'est un cluster. Je sais pas quelle forme ça pourrait prendre, mais on a fait beaucoup de porte-à-porte cette année en disant, même auprès de Pearl d'ailleurs, auprès du BRGM, auprès du pôle de compétitivité l'OPSIS, auprès de l'Office international de l'eau. Il y a énormément de savoir-faire sur l'eau à Limoges, et il y a aussi énormément de savoir-faire sur la télécommunication. Il faut savoir que il y a des centres de compétitivité et des centres de savoir universitaires et institutionnels sur l'eau et les télécommunications. Alors nous, on est basé à Limoges, on est une société spécialisée en efficacité hydrique, on s'y est passé pour de bonnes raisons, et on est persuadé que effectivement, il faudrait faire émerger depuis Limoges une initiative qui représente les institutionnels, les centres de savoir, et puis des entreprises locales pour créer ce qu'on a appelé pour l'instant Numéraquois, c'est-à-dire faire émerger les sciences et les techniques du numérique appliquées à la gestion de l'eau. Eh bien, écoutez, bonne chance pour la suite. On vous retrouvera peut-être dans un pôle de compétitivité un de ces jours, puisque le principe, vous le savez, c'est de rapprocher l'académique du technologique, et rapprocher aussi les petites entreprises des grandes pour pouvoir effectivement développer des domaines particuliers. Nous, on croit beaucoup aux environnements écosystémiques, c'est-à-dire que, grosso modo, un peu comme le monde bactérien qui est la passion de Dan, c'est-à-dire que finalement, il faut savoir que les bactéries, elles échangent des informations, du matériel génétique, de la nourriture, elles se parlent, et finalement, elles sont très puissantes par ces capacités finalement de fonctionner en écosystème, pour simplifier. Moi, je suis persuadé que l'avenir de nos entreprises, qui ne sont pas des multinationales, qui sont des TPE, PME, c'est absolument résolument d'aller vers ces écosystèmes, des logiques écosystémiques. Merci à vous 3, à vous 4 d'être venus pour cette émission consacrée effectivement à l'eau et aux eaux usées. Beaucoup d'innovations, beaucoup de choses à voir. Vous pouvez rejoindre nos amis sur leurs stands respectifs si vous regardez la chaîne YouTube de Polytech, puisque l'émission sera en ligne dans quelques minutes. Nous, on va se retrouver un peu plus tard pour une nouvelle grande émission qui sera consacrée au domaine des déchets. À tout à l'heure.